Bonjour, alors aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que les souvenirs sont stockés dans le cerveau? Est-ce qu'ils sont stockés sous la forme de traces matérielles? Et on va répondre avec cette question grâce à Rupert Sheldrake qui a étudié cela dans un livre qui s'intitule Science Set Free, et il consacre un chapitre à la question de où sont stockés les souvenirs, où est stockée la mémoire. Alors donc, la théorie classique, la théorie dite scientifique, c'est que la mémoire est mise sous forme de traces dans le cerveau, mais ça pose d'abord des problèmes logiques et aussi ça pose des problèmes expérimentaux. Donc il y a plusieurs philosophes, dont par exemple Plotin dans le passé, ou même plus récemment Bergson, hein, qui ont critiqué ce point de vue. Ce qu'il va faire, Rupert Sheldrake, il va d'abord expliquer les problèmes avec la théorie de la mémoire ou du souvenir comme trace. Ensuite, il va proposer son hypothèse qui est propre à lui. Cette hypothèse, qu'est-ce que c'est? Cette hypothèse, c'est l'hypothèse de la résonance. Et finalement, il va expliquer les moyens dont on peut tester cette hypothèse. Alors, premièrement, la mémoire comme trace, il y a des problèmes logiques et des problèmes chimiques. Hein. Le problème logique, c'est le problème qu'il y aurait un système pour retrouver les souvenirs, et ces systèmes devraient lui-même avoir une mémoire pour savoir ce qu'il veut retrouver. Donc c'est une régression à l'infini. Il y a également des problèmes expérimentaux, puisqu'il y a eu une recherche infructueuse sur des traces de mémoire. Hein. Par exemple, Pavlov, avec ses expériences sur les réflexes conditionnés, eh bien, il partait du point de départ des théoriciens de son époque, que ces réflexes conditionnés étaient basés sur des arcs réflexes. Or, lui-même, il a dû avouer qu'il n'arrivait pas à trouver des traces localisées parce qu'il a découvert que les réflexes conditionnés continuaient de survivre, continuaient de se manifester lorsque il y avait eu d'importantes opérations chirurgicales sur les cerveaux des animaux, et les animaux continuaient de réagir de la même manière. Donc, ce qui en a découlé pour lui et puis ses successeurs, en tout cas certains, c'est ils en ont déduit une sorte de résonance au travers d'un large nombre de neurones, hein, c'est-à-dire que les neurones résonneraient entre eux. Et cette idée a été poursuivie donc par des successeurs comme Karl Pribram, et il a proposé que les souvenirs étaient stockés à travers tout le cerveau en fait, et d'une manière analogue à des patterns, hein, des schémas d'interférence dans un hologramme. Alors on a aussi la preuve de ça dans tout ce qui est ce qu'on appelle les hydrocéphales, donc des gens qui dans la tête ont essentiellement un fluide et ont peu de cerveau, et on a découvert que certains avaient un QI normal, voire supérieur, avec même simplement 10% de leur cerveau, hein, ce qui fait poser la question, est-ce que le cerveau est nécessaire? Et donc, au travers de tout ça, on pourrait dire que les preuves dont on dispose montrent que les souvenirs ne peuvent pas être expliqués en termes de changements localisés dans les synapses du cerveau. Et on pourrait plutôt dire que l'activité cérébrale implique des schémas rythmiques de type électrique ou électromagnétique sur des millions de cellules nerveuses, et que donc les traces hypothétiques n'existent pas. Et donc la clé, ce serait plutôt une espèce de résonance morphique, hein, nous dit Rupert Sheldrake. Donc, on peut prendre également l'exemple des dommages au cerveau et de la perte de mémoire.
Donc c'est le cas par exemple des amnésies, ce qu'on appelle rétrogrades, lorsqu'il y a eu un coup, un choc. Quand la personne commence à recouvrer ses souvenirs et recouvrer la capacité de parler, d'abord elle se souvient des événements les plus lointains par rapport à l'accident, puis petit à petit, les événements plus récents par rapport à l'accident reviennent, mais souvent les événements qui ont juste précédé l'accident ne reviennent jamais. Donc on ne voit pas pourquoi ce serait là des traces dans le cerveau, hein, parce que si elles ont été détruites, comment est-ce qu'elles reviennent et pourquoi est-ce qu'elles reviennent à cet ordre-là? Et en fait, ce qui semblerait plus trop, c'est que les amnésies représentent en fait un degré moindre de vigilance et une plus grande difficulté à activer les schémas organisés, hein, des traces, et que ça représente en fait une perturbation du, euh, du système des fonctions organisées. Et donc, bien que de nombreux souvenirs reviennent, les événements qui ont été juste avant le choc peuvent ne jamais être recouvrés. Et cela, ce serait parce qu'en fait, on n'aurait pas eu le temps d'intégrer ces événements au champ morphique de l'individu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait plutôt voir les choses sous forme d'hologramme. Hein, et donc, on pourrait dire qu'il faudrait abandonner l'idée de traces localisées plutôt en faveur d'une théorie euh, où c'est tout le cerveau qui intervient. Et l'analogie, ce serait donc plutôt celle d'un hologramme plutôt que celui d'une photographie, puisque on va reconstruire l'hologramme à partir de plusieurs points pour faire une image en trois dimensions. Donc il faudrait plutôt ne pas comparer le cerveau à un système de, de stockage d'informations, mais plutôt à une radio, hein, qui envoie des informations sous forme de vibrations. Alors à travers le temps, donc ce qu'on va étudier maintenant, c'est plutôt l'hypothèse donc, de la résonance. Donc l'hypothèse autre que celle des traces, hein, qui est l'hypothèse classique, ce serait plutôt l'hypothèse de la résonance, hein, nous dit Rupert Sheldrake. Et les souvenirs sont transférés par résonance sur des schémas similaires aux activités du passé. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on est comme une radio qui va essayer de capter les ondes d'un schéma du passé. Et ce qui est intéressant dans cette hypothèse de la résonance, hein, de la mémoire comme résonance, c'est qu'elle fait partie d'une hypothèse plus large. L'hypothèse de la résonance morphique propose que c'est une résonance à travers l'espace et le temps de certains schémas vibratoires qui sont actifs dans tous les systèmes auto-organisés, hein, comme les êtres vivants, mais même en fait comme les sociétés par exemple, ou même comme des étoiles ou des cristaux. Et cette résonance morphique est à la source également des habitudes pour la cristallisation par exemple, pour les déploiements des protéines. C'est aussi à la base de l'héritage des champs morphogénétiques et des schémas de comportement instinctif. Donc si on s'intéresse plus particulièrement à la mémoire, hein, il y a 5 types de mémoire. L'habituation, la sensibilisation, la mémoire comportementale, la reconnaissance et le rappel. Donc il va nous parler d'abord de l'habituation et de la sensibilisation. Donc l'habituation, ça veut dire s'habituer aux choses. Et par exemple, lorsqu'on entend un nouveau son, on peut y faire attention au début, alors qu'ensuite, on finit par ne plus le remarquer. Pareil, on ne remarque plus au bout d'un moment la pression sur nos vêtements. Donc le fait de s'habituer, ça implique un type de mémoire qui permet aux choses qui sont peu pertinentes, aux stimuli peu pertinents, de ne plus être reconnus. Et en fait, la résonance morphique suggère une explication simple, c'est que l'organisme entre en résonance avec son propre passé dans cette activité de schéma. Et quand le stimulus est répété, l'organisme résonne avec ce schéma précédent. Et également, il résonne avec le fait que chaque fois, il y a eu un retour à la normale.
Donc l'habituation, elle fonctionne chez tous les animaux, qu'ils soient grands ou petits. Et ce qui est intéressant, c'est que même chez ceux qui ont un système nerveux extrêmement peu développé, voire quasi inexistant. Hein, les effets de l'habituation ont été étudiés en détail, par exemple, dans une créature qui s'appelle Aplysia. Et son système nerveux est extrêmement simple. Et on sait que, par exemple, eh bien, lorsqu'elle est touchée, elle réagit, mais plus elle est touchée, moins elle réagit parce qu'elle se rend compte que les stimuli, en fait, ne sont pas nuisibles. Alors, pour ce qui est de la sensibilisation, eh bien, c'est le phénomène inverse hein, de l'habituation. Les animaux deviennent plus répondants aux stimuli, mais le fonctionnement est le même. Alors maintenant, pour ce qui est de l'apprentissage en résonance, beaucoup d'animaux apprennent des schémas de comportement d'autres membres de leur groupe, et cela par imitation. Par exemple, certaines espèces d'oiseaux apprennent des morceaux de chansons en étudiant les chansons, enfin les chants plutôt on devrait dire, des oiseaux adultes à proximité. Donc c'est un type d'héritage culturel, hein, même chez les oiseaux. Mais bon, pour ce qui est de l'héritage culturel, c'est évidemment son point le plus développé, c'est chez les êtres humains. Et pour ce qui est du point de vue de la morphique, de la résonance morphique, on peut voir le transfert hein, des compétences d'être humain à être humain comme un processus de résonance morphique. Et par exemple, même sans parler des humains, on a déjà chez les animaux le phénomène des neurones miroirs, qui semble fonctionner non pas sur la base du système nerveux, mais sur la base d'une résonance. Alors maintenant, on passe au niveau de la reconnaissance. Donc la reconnaissance implique la conscience qu'une expérience présente est également rappelée, plutôt est également reconnue. Et on sait que, par exemple, on a été dans tel lieu ou qu'on a rencontré telle personne, mais on peut ne pas se rappeler où et quand. Hein. Donc la reconnaissance, c'est quelque chose de différent du rappel, et c'est deux types de mémoire différents. Hein. La reconnaissance dépend de la similarité entre l'expérience présente et l'expérience précédente. La reconnaissance, c'est un petit peu comme l'habituation, ça dépend d'une résonance morphique avec des schémas similaires d'activité. Donc le schéma d'activité vibratoire dans nos organes d'essence et dans notre système nerveux, quand on voit un lieu qu'on a rencontré ou une personne que l'on connaît, est un schéma similaire que ce qu'on a vu précédemment. Donc pour ce qui est maintenant du rappel, quand on se rappelle des choses, donc il y a également des schémas de connexion, plutôt que le rappel par exemple de mots. Entre le moment où le souvenir se dépose et le moment où il est rappelé, on suppose que généralement ce sont des traces long terme. Mais l'hypothèse de la résonance correspond mieux au fait, nous dit Rupert Sheldrake. Le schéma de connexion établi entre les souvenirs, quand ceux-ci sont associés selon des schémas rythmiques d'activité du cerveau. Les souvenirs sont rappelés à travers donc des schémas similaires d'activité par la résonance morphique. Et donc, ils ne sont pas stockés comme des traces dans le cerveau. Donc voilà maintenant pour l'hypothèse. Alors si on veut un peu tester cette hypothèse, ça c'est le troisième aspect de ce que veut apporter Robert Sheldrake. Donc il nous dit si le souvenir c'est un phénomène de résonance, à travers quoi les organismes résonnent de manière spécifique avec eux-mêmes dans le passé, le souvenir individuel ou collectif, les souvenirs individuels et collectifs sont différents aspects du même phénomène. Donc en fait, on peut dire qu'ils diffèrent plutôt en degré qu'en genre, hein, plutôt en qualité, en quantité qu'en qualité. Donc on peut tester cette hypothèse. Par exemple, les rats, on sait que quand ils apprennent une chose à un nouvel endroit, d'autres rats à un autre endroit peuvent apprendre la même chose du coup plus vite. Et si maintenant on va voir dans la science quantitative, hein, on a l'exemple du QI, hein, de l'effet Flynn, qui nous montre que le QI augmente de génération en génération, et on n'a pas trouvé vraiment de choses expliquantes, alors que la résonance morphique pourrait expliquer cela.
Et apparemment, les scientifiques commencent de plus en plus à expliquer cela comme ça. Alors, qu'est-ce que ça change tout ça? Quel est l'enjeu au final? Eh ben, c'est que la résonance, ça semble plus plausible et ça s'adapte mieux à l'expérience. C'est plus compatible avec la recherche sur les cerveaux et les traces de mémoire, donc en conclusion, ne peuvent être trouvées nulle part. Et ce qui serait intéressant, c'est que on va plus, si on continue la recherche dans ce sens-là, on va plus tellement s'intéresser sur le détail moléculaire des cellules nerveuses, mais plutôt au transfert de mémoire via la résonance. Et ça poserait également les questions de la mémoire collective que un psychologue comme Jung euh, supposait pour expliquer l'inconscient collectif. Donc si l'apprentissage apprend un process de résonance, implique un process de résonance, on va pouvoir comprendre par exemple la transmission des compétences dans le domaine pédagogique, hein, essayer de développer cela dans les méthodes d'éducation, et on pourrait améliorer donc le process de résonance pour permettre aux gens de mieux apprendre. Et également, ça pose la question finalement religieuse, hein, c'est-à-dire que si la mémoire, ça n'est pas des traces dans le cerveau, ça pourrait expliquer dans l'hindouisme ou le bouddhisme, par exemple, le phénomène du karma hein, qui survit à la destruction du cerveau, ou les phénomènes, par exemple, de purgatoire chez les catholiques. Donc voilà.